Je m'appelle Jean-Yves Lebars, je suis à la retraite maintenant depuis 4 ans et ça fait un petit moment que j'habite à La Bérède-Dut où j'ai acheté une maison en 95 que j'ai retapée progressivement et c'est ma maison d'été où que je viens me ressourcer au bord de mer pour voir la Nil-Dut, l'Ouessant en face, Molène. Et j'ai plein de souvenirs d'ici. Dans ma profession, mon dernier métier, j'étais gardien de phare. Je préfère le terme lightkeeper, le terme des Anglais, là, gardien de lumière, parce que ça montre plus qu'on était un métier qui gardait la lumière pour diriger les bateaux. Et je suis qu'un modeste représentant de cette corporation, mais j'aime en parler pour en souvenir et en mémoire surtout de ceux qui m'ont précédé, qui avaient une vie beaucoup plus dure, beaucoup plus... Il n'y avait pas le moderne qu'aujourd'hui, que j'en ai bénéficié avec les communications et au niveau de la nourriture. Je suis sorti du cours d'électromécanicien de phare, c'était pas encore les contrôleurs phare et balises, et avant c'était les gardiens de phare. Voilà. En 79, juste après l'accident de la Ouessantine, au phare du Four, ici juste à côté, là, que les gens s'en souviennent encore, c'était juste après la Moco Cadix. J'ai commencé ma carrière sur l'ensemble de la mer d'Iroise, sur tous les phares en mer, l'Armaine, le Pierre Noir, le Four, la Jument, Quéréon, et sur les tourelles aussi, l'ensemble de tous ces phares là, ça a été pendant une trentaine d'années, ça a été mon lieu de travail. Ici à la Nil-Dut, c'était un port avancé par rapport au port de Brest, au même titre que le port du Conquet, et on est souvent embarqué sur la Véléda ou sur l'Iroise avant, ou la Blodouane à un moment, pour intervenir pour les dépannages, pour les ravitaillements sur l'ensemble des phares. Alors les phares en mer, j'ai connu encore les feux à pétrole, donc c'était des feux il fallait encore une présence humaine avec une équipe. Alors pour faire tourner un phare en mer, il fallait 4,5 agents, mais il y avait toujours une équipe de 2 personnes au phare qui se relayaient. Donc sous une période de 15 jours au phare, une semaine à terre et ils remontaient une semaine. Ou 15 jours, il y a eu plusieurs variantes, c'était 15 jours, une semaine à terre, 15 jours. Donc l'agent avait le travail était pour faire fonctionner l'ESM, faire fonctionner le feu à pétrole et déclencher le signal sonore en temps de brume. Une journée type au phare consistait, avec 2 agents, consistait un agent de repos, donc le repos était une nuit de repos, une nuit de quart et de travail. En général, dans certains phares, c'était organisé différemment d'un phare à l'autre, mais c'était un, il faisait pratiquement tout le travail et l'autre se reposait. Donc un agent prenait le quart par exemple le matin, ou prenait le quart à 1h de l'après-midi. Donc c'est lui qui allait jusqu'à 7h du soir. De 7h du soir, il allait à 1h. De 1h, il repartait jusqu'à 13h de l'après-midi. Et ils alternaient par la suite. Celui qui était de quart, il faisait la nourriture pour les deux. Celui qui était de quart le soir, celui qui faisait la vaisselle. Parce que l'eau était rationnée, il fallait limiter la quantité d'eau, parce que c'était précieux, parce qu'il fallait l'envoyer par bateau. Donc on ne le laissait jamais à robinet ouvert, donc c'était une chose très précieuse. Celui qui choisissait le programme de télé, c'était celui qui était de quart. Et c'était souvent même organiser les repas. Il y avait N repas de viande. On améliorait souvent l'ordinaire par du poisson. On stockait aussi du poisson salé pour les repas en hiver. Et le pain aussi, c'était du pain de Matelot, rond, qu'on réchauffait pour le rendre un peu plus comme s'il était pain frais, quoi. Et le boulot consistait alors le matin, remonter une quantité de pétrole, des soutes du phare, gonfler une bouteille à air. Donc c'est un système de feu à pétrole, ce type de lampe que l'on voit des fois aux Antilles, que l'on met sous une quantité de pétrole qui est mise sous pression, préchauffée avec de lampes à alcool pendant 10 minutes, une partie des gaz
la partie lumineuse c'est un manchon, comme une lampe une lampe de camping-gaz autrefois, d'où l'amiante était en plus radioactive. Elle était donc problème d'amiante aussi. Et alors, l'éjecteur passait à travers ces deux lampes au départ. Bien chaud, on ouvre, on ferme la bouteille d'air qui fait comprimer la quantité de pétrole. Cette quantité de pétrole, en passant à travers ce préchauffage, s'évapore, allume la lampe, le manchon, pour la partie lumineuse, et une partie des gaz sont récupérés pour remplacer les lampes qu'on a mis en préchauffage au préalable. Alors, la hantise du gardien de phare, c'est que ces petits préchauffages et ce petit chauffage qu'il y a dans le brûleur s'éteignent et que le pétrole sort d'une manière sans s'évaporer. On appelle ça le coup de feu. Donc tout noirci, ça brûle un peu comme un pneu que l'on brûle. Ça peut arriver aussi quand le pétrole n'était pas de qualité. Et la rotation est donnée par l'ensemble de l'optique, tourne comme sur un gros roulement à billes, il flotte sur un bain de mercure et tourne avec une machine, un poids qui descend le long de la tour, comme une horloge, et qui fait tourner à un rythme bien défini, avec une couleur qui définit la caractéristique du phare. Alors le boulot consiste à surveiller ce mécanisme, chronométrer s'il tourne bon rythme, remonter le poids de temps en temps. Si jamais il y avait un problème avec le feu à pétrole, il y a toujours un deuxième feu de secours qui est à côté ou sur lequel on permute. Disons, et si jamais les deux feux étaient HS, il reste une lampe Paladin qu'on peut mettre au foyer et comment dire, qui est le dernier secours par rapport à la luminosité du phare. Il y a des observations à faire régulièrement, 3 observations à faire la nuit sur l'ensemble des feux tout autour du phare. Ces observations, autrefois, et si un feu on constate une bouée éteinte, un feu éteint, on le signale au radioconquet, c'est le radioconquet, par la radio. On avait des lagiers à l'époque. Les lagiers, ce sont les gros postes gris, comme quand on stocke, là, quand on voit dans Tintin, c'était ce type de radio-là. Et on avait, donc, le matin, on éteignait le feu, voilà. On mettait les rideaux pour protéger l'optique, puisque le soleil faisait effet loupe et pouvait abîmer. Donc, on refaisait le système préparé pour repartir le soir. Une fois par semaine, l'optique était nettoyée entièrement et on avait des travaux par contre en été d'entretien, de peinture intérieure. J'ai connu l'ensemble des feux en mer à pétrole, ça a été le début de ma carrière, et l'automatisation était bloquée dans le Finistère parce qu'ils n'avaient pas trouvé la solution d'intervention au niveau des feux. Donc c'est toute une page d'histoire maritime qui s'est tournée ici, là devant vous, au passage à l'automatisation. Pour cela, il fallait trouver une solution. Ils avaient fait un bureau d'études, avaient prévu une plateforme d'élitroyage au-dessus des phares, mais il se serait avéré que s'ils avaient monté une plateforme d'élitroyage sur l'Armaine, le Four ou sur les Pierres Noires, la première tempête aurait détruit l'ensemble de l'ESM, de l'établissement de signalisation maritime. Donc il y a eu, suite à une évacuation sanitaire, c'était au phare d'Armaine, un retour de manivelle qui avait blessé les 2 agents. On a intervenu les secours et l'on a évacué les agents et ramené 2 autres agents pour faire continuer le phare. Et l'arrivée d'un nouveau directeur des phares et balises, c'était le dernier directeur des phares, M. Bélier, qui remplaçait M. Prégneras, et qui lui revenait du port autonome du Havre, avait eu l'idée d'élitroyer les agents au même titre que les pilotes étaient élitroyés sur les pétroliers. C'était son idée, et on avait organisé une évacuation, un remplacement de gardien de phare par force 7 sur le phare des Pierres Noires. J'y étais. J'allais remplacer un copain, parce que si le copain en question ne pouvait pas descendre, le concours qui avait été organisé pour passer à l'école des gardiens de phare était annulé. Donc,
fallait aller chercher ce copain, j'allais le remplacer, de manière que le concours puisse avoir lieu. Et je me rappelle, c'était Force 7, j'avais pas c'était à l'époque, c'était les tout débuts des hélitreuillages, donc c'était, je me rappelle, le chef pilote, c'était un dénommé Marx, un Alsacien, avec un accent à couper au couteau, là. Et comment dire, super bonhomme d'ailleurs, et très bon pilote d'hélicoptère. Et j'avais su par la suite qu'en fin de compte, c'était un RG, c'était un policier qui avait appris le pilotage pendant la guerre d'Algérie. Mais ça n'empêche que c'était un bon pilote et il s'est retrouvé à la sécurité civile. Donc ça a été le début. Alors on n'a pas mis de pilote, on a aménagé le haut des phares. Donc ce qui fait que les phares qui demandaient avant, comme l'Armen, ou le four, où tout l'ensemble des phares demandaient avant de se rendre en véhicule. Donc c'était des semaines où il fallait monter une semaine au phare, l'autre agent monter, le remplacer avec du ravitaillement, et souvent le ravitaillement était fait localement. Ici c'était acheté au niveau d'Argenton, Ouessant, la charcuterie préparait les chiljiks, préparait la viande d'avance, le pain était pris aussi au niveau de la boulangerie. C'était toujours bien préparé pour le phare. Et le gardien montant montait, et le télé 7 jours, surtout qu'il ne fallait pas oublier, là, et il montait au niveau du phare en emmenant du ravitaillement pour les deux agents. L'autre agent descendait, qui avait fini sa quinzaine, et celui qui était au phare prolongeait jusqu'à 15 jours. Et des fois, si on y faisait mauvais, eh ben, on restait, on prolongeait. Ça m'est arrivé de monter au phare de l'Armen pour 15 jours, et puis en fait, j'y suis resté un mois. Mais c'est bon, voilà. Et les phares où les gens restaient coincés le plus souvent, c'était le phare d'Armen et le phare de la Jument, qui étaient mal disposés. L'automatisation a tout changé du jour au lendemain. C'est-à-dire le phare d'Armen, qui était en panne avant, qu'il fallait ravitailler, il fallait partir de Brest. La veille, on allait au phare à Saint en attente. On y allait quand il faisait beau, donc 3/4 d'heure de vedette de l'île de Saint, et on redescendait quand on pouvait. Aujourd'hui, le phare d'Armen, il est en panne. On prend l'hélicoptère à Plugufan, et plus d'1/4 d'heure après, on est hélitreuillé là-dessus, et on ne s'occupe plus d'un feu à pétrole, on s'occupe d'un automate. Et ça s'est passé très rapidement, donc ce qui fait qu'il y a il a fallu réorganiser le travail, mais on pensait qu'on aurait eu du temps pour résorber le personnel, mais comme ça s'est fait tellement vite, il y a eu ne disons pas surpopulation, mais il y a eu plus de personnes. Donc il y a un moment qu'il y a eu des mouvements sociaux au niveau des phares, on appelait ça les sons et lumières, qui ont demandé que les automatisations soient organisées. La question était simple, c'était comme pour l'automatisation dans les chaînes, c'est exactement le même débat qu'il y a eu au niveau des phares. Est-ce qu'on automatisait les phares pour rendre service aux gens, parce que c'est un métier qui était dur, ou est-ce qu'on automatisait les phares pour faire des économies? Donc, bien sûr qu'on nous a dit que c'était parce que c'était un métier dur et que c'était pas du tout pour... Donc on a dit, si c'est comme ça, vous allez automatiser les phares les plus durs. Vous allez commencer par l'Armen et par la Jument, qui sont les phares où les gens restent coincés le plus longtemps et tout ça. Donc on a réussi à... On a remonté la presse, il y a même des Japonais qui étaient venus faire des films. Donc pourquoi les phares étaient très populaires avant, on l'a retourné pour pouvoir dénoncer nos conditions de travail et pour pouvoir améliorer. On a obtenu la catégorie B, on a obtenu un plan surtout d'évolution de carrière et de comment, vous savez, l'automatisation était inéluctable, de pouvoir repartir facilement. Le phare de la Nildut était un phare où j'intervenais quand j'étais au C8, Centre d'intervention et d'exploitation de Brest. Pendant l'automatisation, les agents ont été reconvertis en dépanneurs qui intervenaient en véhicule à terre sur l'ensemble du Finistère. Et si jamais il y avait un feu en mer qui était en panne, ils allaient à Plugufan, ils étaient hélitreuillés pour les dépannages le lendemain pour le débarrage. Donc le phare de la Nildut, j'intervenais quand Madame Munoz était là, quand il y avait un problème technique la nuit, quand elle avait encore son chenil qui était dans le phare, là.
pour dépanner. Donc je l'ai eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois pour des petits dépannages. C'était pas loin, on était de Brest, on intervenait à 12 agents où on passait régulièrement, autrement pour la maintenance et l'entretien du phare. Par contre, j'ai eu l'occasion de rencontrer dans les phares plusieurs personnes, des violents, c'était toute une famille, il y en avait 3 ou 4, et une fille mariée avec un gardien de phare aussi, qui était originaire de l'Anne-Duluth, dont un qui était au Chausey, un autre qui était au CUI de Granville, et l'autre qui devait être dans Normandie aussi. Et c'était suite au décès de leur père qui était gardien de phare. Leur mère, on l'avait proposé le poste de l'Anne-Duluth ici en tant que gardienne de phare auxiliaire. Et elle a élevé ses 4 gosses, je crois qu'elle avait à l'époque, qui sont toujours, je suis parti à la retraite maintenant, mais qui ont été à un bon moment une des familles des phares aussi.